Bonjour et bienvenue à notre chapitre 7, le chapitre qui discutera des halogénoalcanes. Tout d'abord, nous avons regardé les alcanes, ensuite les alcènes, ensuite les alcynes, les aromatiques. Et maintenant, nous en sommes rendus au groupement fonctionnel halogénoalcane. Les halogénoalcanes vont toujours avoir une réactivité qui est causée par la polarisation des liaisons qui existent entre un halogène et un carbone. Vous vous rappelez, lorsqu'on a un halogène et un carbone qui sont liés ensemble, la liaison est polarisée delta plus delta moins parce que l'halogène tire les électrons de liaison vers lui. Alors, l'halogène, c'est comme s'il avait déjà volé les électrons du carbone. Ainsi, on va qualifier le carbone qui est dans cette liaison-là de partie électrophile et un nucléophile qui pourrait exister si on le mélange avec un halogénoalcane, va jouer le rôle d'attaquant pour venir déplacer le X. Ces réactions-là sont des réactions où le nucléophile va venir substituer le X sur le RX, sur l'halogénoalcane, et l'éjecter la plupart du temps de cette façon-là et générer un halogénoalcane qui a beaucoup trop d'électrons par rapport à l'habitude, c'est-à-dire un de plus, et donc qui est négatif. Ce qui arrive très souvent, c'est que on va considérer l'halogène comme le groupe partant qu'on appelle GP. Donc, en anglais, leaving group. Les halogènes pour nous vont être des groupes partants. Il en existe d'autres que les halogènes, par contre, sont basés sur les oxygènes qui ont été modifiés, donc sur des alcools modifiés. On en verra peut-être quelques-uns, mais on va se concentrer principalement sur les halogènes. Alors, cette réactivité-là, ou cette différence de polarisation dans la liaison fait que les halogénoalcanes subissent des réactions de substitution comme ça, principalement. Ce que nous allons voir deux types de réactions pour les halogènes principales. Une réaction qui passe par un mécanisme de substitution par un nucléophile, donc substitution nucléophile. Nous allons avoir deux types, celle qui est d'ordre 1 et celle qui est d'ordre 2. L'ordre réfère à la vitesse de la réaction qui dépend de un réactif ou de deux réactifs, c'est-à-dire de la concentration d'un seul ou de la concentration de deux. Nous en discuterons par la suite. L'autre type de réaction, j'en ai un exemple plus bas, ce seront des réactions où nous allons éliminer, donc des réactions d'élimination de l'halogène avec un H qui est à côté. Les éliminations seront soit d'ordre 1 ou d'ordre 2, tel qu'illustré ici. Nous discuterons encore une fois des mécanismes un peu plus tard. Euh, Juste comme introduction, vous montrer des exemples de réactions des halogènes. Les halogénoalcanes, ici, qui sont présentés à gauche, réagissent avec différents réactifs. Par exemple, le premier, une chaîne à 4 carbones avec un halogène sur le deuxième, ça s'appelle du 2-bromobutane. Par exemple, si c'est le brome comme halogène. Et si on le place avec un nucléophile fort, qui est chargé négativement, la réaction de substitution va se passer. On va substituer le brome par le OH-. On obtient le Br- et le OH est lié au carbone. Il se passe quelque chose avec la configuration autour de ce carbone-là, c'est-à-dire la stéréochimie de ce carbone-là se trouve changée. On en discutera. La réaction se passe entre un halogénoalcane d'un certain type et un nucléophile fort. Ce sera principalement de type SN2, donc substitution nucléophile bimoléculaire ou d'ordre 2. Si on prend un halogénoalcane d'un autre type, tertiaire cette fois-ci, et qu'on le place avec un halogène, pas un halogène, un nucléophile d'un autre type, ici un nucléophile faible, eh bien, il se passe une réaction de substitution encore une fois. Par exemple, on a substitué le brome pour la partie nucléophile de l'alcool, le CH3CH2O, qui se retrouve maintenant lié. Le H et le Br s'associent pour former du HBr à droite, et la réaction donne la réaction de substitution à 81%. En même temps que la substitution, il se passe une réaction qu'on appelle une élimination de type 1. L'élimination va éliminer un H et un Br qui sont voisins. Et donc, on forme une double liaison et du HBr encore une fois. L'élimination de type 1 ici accompagne la substitution de type 1. C'est environ 80-20 comme pourcentage. Les deux sont la plupart du temps ensemble comme produit lorsqu'on a un mélange de ces deux types de réactifs-là. On en discute encore une fois un petit peu plus tard.
Et finalement, si on veut absolument obtenir un produit d'élimination, c'est-à-dire un alcène, à partir d'un halogénoalcane, on peut forcer la réaction d'élimination en prenant une base, qui est aussi un nucléophile, mais dans cette condition-là, lorsqu'on met du chauffage, symbolisé par le triangle de chauffage, eh bien, le rôle de OH- devient le rôle d'une base et on arrache principalement un hydrogène pour former une double liaison. Il y a plusieurs hydrogènes qu'on peut arracher pour former une double et donc c'est pour ça que ça donne plusieurs alcènes différents. Nous allons voir une règle qui nous permettra de décider laquelle des deux sera l'alcène majoritaire et l'autre alcène minoritaire. Donc, principalement, voici les réactions que nous verrons avec les halogénoalcanes. Ce sont des réactions de substitution et d'élimination. Il y en aura quelques autres, nous les verrons en temps et lieu. Lorsqu'on étudie la nature des réactions qui impliquent un halogénoalcane, il faut principalement discuter de quelle est la nature de l'halogénoalcane et quelle est la nature du nucléophile qui réagit avec. Commençons donc par l'halogénoalcane. Les halogénoalcanes, j'en ai 4 types juste ici. Et ils sont classés par ordre croissant de degré de substitution. Par exemple, le premier, c'est un halogénoalcane un halogène qui est porté par un carbone qui est nullaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à aucun autre carbone. Ici, c'est un primaire, secondaire, car il porte deux carbones, et tertiaire. On se rend compte que plus le nombre de carbone est grand sur le carbone qui porte l'halogène, plus il est difficile d'avoir accès à ce carbone-là. Et c'est ce qu'on appelle l'encombrement stérique. Alors, l'encombrement, c'est la grosseur, le volume des atomes qui sont liés au carbone. Ici, l'encombrement stérique, il est nul. Ici, il est faible parce qu'il y a un seul carbone. Pour un halogénoalcane secondaire, l'encombrement stérique va être moyen. Et pour un halogénoalcane tertiaire, l'encombrement stérique sera très élevé. Ce qui fait que, avec les flèches que j'ai marquées, l'accès au carbone qui est là va être facile. Facile encore une fois. Il va être plus ou moins facile. Et finalement, pour un halogénoalcane qui est tertiaire, l'accès au carbone, ici, il est très difficile. Donc les deux analyses vont ensemble. Plus l'encombrement stérique ici est faible ou nul, plus l'accès au carbone de l'halogène qui porte l'halogène est facile. Pourquoi je discute de l'encombrement stérique et de l'accès au carbone qui porte l'halogène? Eh bien, c'est parce que ça va incroyablement influencer lequel des deux types de substitution, la SN1 ou la SN2, va avoir lieu lorsqu'on va mélanger. C'est toujours des réactions de substitution nucléophile, mais le mécanisme va changer selon que le nucléophile a accès au carbone ou pas. Parlons des nucléophiles maintenant. Il existe principalement pour nous, que nous allons classer, principalement des halogènes en deux catégories. Les les nucléophiles qui sont considérés comme étant forts. Les forts vont réagir d'une certaine façon. Vous en avez un tableau à la page 222, le tableau 7.1, qui décrit beaucoup de nucléophiles. Il y en a quelques-uns que nous ne verrons pas ensemble. Ici, c'est des nucléophiles que nous allons utiliser couramment. Les nucléophiles qui sont forts sont principalement du type anion ou bien du type azoté, c'est-à-dire ils sont des amines avec un azote qui a un doublet libre. Ces espèces-là, soit des anions, soit des azotes, des amines ici, sont considérés comme des nucléophiles forts. Ils vont réagir d'une certaine façon. Pour nous, dans le cadre de notre cours, on simplifie un petit peu les choses. Les nucléophiles qui sont faibles seront les nucléophiles qui sont neutres, mais qui ne sont pas des amines, et qui sont neutres. Et on va en avoir seulement deux types, les lots et les alcools.
les alcools, ça peut être n'importe quel type d'alcool. Par exemple, ça pourrait être CH3OH ou CH3, CH2OH, etc. Les alcools et l'eau seront utilisés comme nucléophiles faibles et la plupart du temps, nous les utilisons comme quantité euh, très très grande, donc euh, principalement comme solvant pour la réaction. Lorsqu'un nucléophile est faible, il faut en mettre énormément avant d'espérer qu'il y ait une réaction qui se passe. Retenez les deux catégories, nous allons en discuter un petit peu plus tard. Et finalement, lorsque le nucléophile attaque un halogénoalcane, l'halogénoalcane est considéré comme un groupement partant. Eh bien, il y a quand même une différence de réactivité entre les différents halogènes. Par exemple, l'iode est un meilleur groupement partant que le brome, qui est un meilleur groupement partant que le chlore. Ensuite, H2O est un groupement partant qui est à peu près de la même force que Cl-. Quand est-ce que H2O peut être un groupement partant? Pensez à la situation suivante. Si H2O, si on a un alcool protoné tel que dans la molécule qui est là, lorsque l'alcool protoné quitte la molécule qui est là, où le lien entre le carbone et l'oxygène se brise pour redonner des électrons à l'oxygène, c'est H2O qui part. Donc, H2O peut être un groupement partant. Ces quatre groupements partants-là seront considérés comme des bons groupements partants. Les autres que j'ai encerclés à droite seront considérés comme des mauvais groupements partants. Pourquoi le fluor est considéré comme un mauvais groupement partant? C'est parce que la liaison carbone-fluor, elle est très forte et elle n'a pas tendance à se briser de façon hétérolytique comme ça, F- et C+. Les trois autres sont des groupements partants qui sont anioniques. Okay? Les anions, autres que les halogènes, sont de très mauvais groupements partants. Okay? Alors, OH ne partira jamais de façon OH-. Il va falloir transformer le OH en H2O+, avant que celui-ci parte. Et même chose avec NH2 et RO-. Ceci fait le tour des principales caractéristiques générales des halogénoalcanes et des nucléophiles dans les réactions de substitution nucléophile. Je vais vous donner un petit résumé des réactions qui se passent selon les types de nucléophiles et d'halogénoalcanes. Le résumé sera très 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 sommaire. Vous pourrez l'utiliser dans vos exercices très rapidement au début du chapitre. Nous le comprendrons et l'utiliserons en classe. Le tableau est divisé de la façon suivante. Lorsqu'un nucléophile peut être fort, faible ou être transformé en base si on rajoute du chauffage, par exemple OH- ou RO-, nous allons faire réagir ces trois catégories-là avec des halogénoalcanes qui sont primaires ou nulaires, secondaires et finalement tertiaires. Pour l'instant, je ne donne pas d'explication et par la suite, nous en rediscutons. Un nucléophile fort qui réagit avec un primaire ou un secondaire, la réaction va passer via un mécanisme de SN2. Si un nucléophile fort réagit avec un halogénoalcane tertiaire, la réaction n'aura pas lieu. Lorsque le nucléophile est faible, comme H2O ou ROH, c'est-à-dire un alcool, le primaire ne réagira pas, alors que le secondaire et le tertiaire dans les halogénoalcanes passeront par un mécanisme de substitution nucléophile 1. Désolé. Finalement, les trois types, primaire, secondaire ou tertiaire, seront impliqués dans un mécanisme d'élimination E2 s'ils sont placés avec une base forte et du chauffage. Gardez-vous de l'espace dans chacune de ces catégories ici. Nous allons, au cours de nos études, revisiter chacun des catégories et rajouter des détails. Donc, en arrivant dans vos exercices, recopiez sommairement ce tableau-là pour pouvoir l'utiliser. À bientôt pour l'analyse de chacun des mécanismes séparément.